Cette semaine, je reçois Rosalie Côté, stratège et consultante en pricing de valeur, qui a eu l'idée plutôt audacieuse, on va se le dire, de se lancer à son compte, d'avoir un enfant et de vendre sa maison pas mal tout en même temps. Tu comprendras que j'avais envie de savoir comment elle a fait pour que ça finisse pas en épuisement. Je tiens d'ailleurs à préciser que cet épisode n'est pas commandité par l'Association des psychothérapeutes. Clin d'œil que tu vas comprendre dans quelques instants. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello! Bienvenue sur Foutrement Vrai. Rosalie, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais super bien. Je suis vraiment contente d'être là pour parler d'un sujet qui est très différent de ce que je parle d'habitude. J'aime ça sortir les gens de leur zone de confort. C'est à ça que ça sert, Foutrement Vrai, justement, de vous amener un peu peut-être à vous ouvrir sur d'autres horizons. Puis justement, parlant de ça, Rosalie, j'aime ça commencer avec des petites montées de lait un peu crunchy des fois. Puis là, j'ai le goût de te poser une question. T'es maman, t'es entrepreneur, puis je le sais que des fois, on peut être un peu tanné de certains clichés, préjugés qu'on entend à propos des mères entrepreneurs. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te gosse particulièrement? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais je dirais que en fait, c'est plus que de prendre son expérience personnelle puis de penser que tout le monde peut vivre la même chose. On a tellement toutes des situations différentes. Je vais avoir des coachs qui vont dire, ben moi, je l'ai fait avec mon bébé, puis toi aussi, t'es capable. Puis on part pas tous de la même place. On n'a pas toutes les mêmes ressources. On n'a pas tous le même entourage, le même village, le même... C'est ça qui fait en sorte que ça me fâche parce que je me dis, tu sais, oui, j'ai eu des défis puis on en parlera au fil de la discussion. Puis oui, j'ai passé au travers de tout ça puis je suis vraiment fière, mais les personnes qui l'ont pas fait ou qui sont pas dans cette situation-là, on n'est pas pareil, on n'est pas les mêmes personnes puis ça veut pas dire que moi je l'ai fait de cette façon-là que toi c'est pareil. C'est sûr que j'ai mis en place des choses, mais c'est ça, on n'est pas toutes pareilles. Oui, ben on en parle souvent de ça justement, des conseils peut-être, puis de penser que n'importe qui peut appliquer ça puis avoir les mêmes résultats. Donc toute cette notion d'unicité, de respect des différences est tellement importante sur le podcast. Donc je suis contente que tu adresses ça, c'est certain. Puis de toute façon, de façon générale, on va se le dire, les conseils d'entrepreneurs qui partent du genre j'ai fait ceci, j'ai réussi, fais cela, puis tu auras les mêmes résultats, ça nous gosse en général. Mais là, on peut ajouter toute la notion de la maternité là-dedans. Puis il y en a quand même pas mal sur les réseaux sociaux, particulièrement aux États-Unis, je trouve, des mompreneurs, là, tu sais, puis avec le modèle, tu sois à la maison, porte ton entreprise, ça va être facile avec les enfants un peu partout, puis tout, là, puis la maison qui est quand même parfaitement entretenue, impeccable, full Pinterest. J'entends beaucoup qui disent « Ah, je me suis lancée pour être présent avec mes enfants, mais c'est tellement de la job, là, c'est tellement plus que ça, là. » Oui, tu vas avoir une présence, mais pour bâtir ça, va falloir que tu te mettes beaucoup de travail, puis ça sera pas tout à fait instagrammable, là, tu sais. Ouais, soyons honnêtes, effectivement, c'est peut-être pas dans la première année que on va être capable d'être plus présente avec nos enfants qu'on l'était avec une job 9 à 5. Ça, c'est certain. Moi, c'est pas mal la porte d'en face que j'ai pognée quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, honnêtement, là. Fait que je sais que c'est le cas de plein d'autres mamans aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous brièvement, nous parler un petit peu plus, déjà de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis nous parler de ton parcours en lien avec la parentalité et l'entrepreneuriat? Oui, c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, puis on dirait que c'était un peu flou le moment où je me suis lancée à mon compte et le moment où je suis tombée enceinte. Donc moi, je me suis lancée moins d'1 an avant de tomber enceinte. Je voulais tout en même temps. Donc je me disais, je veux mon entreprise et là en même temps le timing était bon pour un bébé. Je me suis lancée d'abord adjointe virtuelle, ça a pas été long, j'ai fait une transition vers le copywriting et là je suis tombée enceinte pendant que je faisais cette transition-là.
congé parental de 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Puis là, ensuite de ça, je suis revenue. Puis je dis souvent qu'à mon retour, il y a eu un moment où ça allait pas bien dans mon entreprise. Puis je me suis dit, j'ai pas tout donné. Fait que là, à mon retour, je me suis dit, OK, ben là, je mets toute la gomme pour que ça fonctionne parce que j'avais contemplé l'idée de retourner en emploi. Puis c'était pas un échec, mais c'était pas ça que je voulais. Fait que j'ai vraiment décidé de mettre toute la gomme, puis c'est là où je suis allée chercher plus de visibilité, puis j'ai travaillé fort pour me faire un nom. Puis là, maintenant, je travaille vraiment plus au niveau de pricing de valeur, aider les gens à montrer la valeur de leur service. Fait que c'est ça. Que je comprends, c'est que tu as à la fois un peu lancé une entreprise et accueilli un enfant dans ta vie, hein, premier enfant. C'est un sacré défi, puis tu dis, bon, j'ai tout donné à ce même moment-là. Comment ça s'est passé pour toi d'être en début d'apprentissage comme maman, puis en même temps en désir de croissance pour ton entreprise? En fait, j'ai l'impression que j'ai juste survécu. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme nager. OK, c'est ça la prochaine affaire. Mon entreprise me permettait de pas juste être concentrée sur mon enfant. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de positif là-dessus parce que j'ai l'impression que ça devient notre seul, quand on a un congé parental d'1 an puis qu'on arrête complètement puis qu'on s'occupe de notre enfant. Puis là, c'est vraiment, là, je parle de mes ressentis et ce que moi je vois. Là, on le vit pas tous pareil, mais j'ai l'impression que ça devient notre seul focus, notre seule réalité. Moi, j'avais mon entreprise, l'idée de me réaliser, puis ça m'aidait quand même. Fait que d'avoir les deux, j'étais brûlée. J'étais vraiment brûlée. Mais ça me permettait quand même d'avoir cette réalisation-là, de pas trouver que ma vie c'est de la merde. Au contraire, je tripais, j'avais du fun. J'adorais passer du temps avec mon bébé. Ça me permettait d'avoir des moments dans le moment présent, là, tu sais, de le bercer. Là, c'était comme ma méditation. Là, ça me rendait tellement calme, puis j'aimais ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments où j'étais un petit peu brûlée, à bout là. Tu sais, il y a eu des moments où je me disais ça a pas de bon sens. Là, tu sais. Mais pour que ce soit possible de revenir après 2-3 mois de congé parental, j'imagine que c'est papa qui a pris le relais par la suite. Exactement. C'est papa qui a pris le congé parental. Puis là, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit au départ on n'a pas toutes les mêmes situations. Moi, j'avais un chum, il est militaire, donc dans l'armée, ils ont des bonnes conditions en congé parental. Puis c'est lui qui a pris le congé. C'était plus avantageux comme ça. Mais c'est quand même pas facile. On s'imagine, ta blonde est à la maison. Premièrement, c'est ce que mon chum se faisait dire. C'était pas facile pour lui, tu sais, je travaillais. Puis à l'inverse, moi je travaille, mais j'entends mon bébé pleurer. Puis mon chum, il fait tout ce qu'il a à faire. Il est très bon, très compétent, très capable de s'occuper du bébé. Mais moi, je travaille et j'ai mal physiquement parce que j'entends mon bébé dans le background. Fait que ça complique les choses pour les deux. T'sais. Parce que là, tu parles physiquement, mais t'allaitais aussi, hein? Puis les hormones avec le bébé qui pleure, hein? Qu'est-ce que ça fait? Allô, la petite montée de lait. Puis ça peut être effectivement challengeant, justement, d'être dans la même pièce puis pas aller... De pas y aller, tu sais. Puis je voulais pas non plus envoyer le signal à mon chum que, je suis là pour m'en occuper, tu sais, laisse faire. Mais des fois, c'était un peu plus fort que moi. Je l'ai pas fait trop souvent. Mais ouais, il y a le côté hormonal, le côté lait, le côté, tu sais, on entend notre bébé pleurer, notre instinct maternel, c'est d'aller s'en occuper. Puis là, des fois, c'était, faut que tu travailles, faut t'avancer les choses, puis c'est ça. Est-ce que la culpabilité, c'est quelque chose qui est venu te visiter quelquefois à travers tout ça? Oui, il y a eu un moment où j'avais l'impression que mon fils était mieux avec son père, puis je me disais c'est pas normal. Mais tu sais, il passait plus de temps avec son père, mais je me disais quelle mère qui passe pas de temps avec son enfant puis qu'il est mieux avec son père. On dirait que je trouvais pas ça normal. Ouais, fait que oui, la culpabilité c'est arrivé, mais en même temps, comme je t'ai dit, tu sais, il y avait tellement des côtés positifs dans le fait de me réaliser que j'étais fière de moi, puis je me disais OK, je suis capable, on dirait. Oui, puis justement, ça te permettait d'être dans ces deux rôles-là, en fait, d'avoir de l'espace pour les vivre comme tu avais envie de les vivre, là. Tu sais, mais peut-être qu'à un certain moment, tu te sentais un peu déchirée entre les deux, dans le sens où je suis jamais 100% une mère, je suis jamais 100% une entrepreneur. Est-ce que vraiment je suis capable d'aller à 100% au bout de ce que j'ai envie de réaliser dans un ou l'autre de ces deux rôles-là? C'est exactement ça. Puis il a fallu que j'accepte le fait que je peux pas être 100%. Tu sais, je suis une personne 100%. Fait qu'il va y avoir une partie il y a une partie de moi que c'est la partie de mère, une partie de moi que c'est l'entrepreneur, il y a une partie de moi que je suis juste moi avec des intérêts, des passions, puis je peux pas être 100% dans tout. Faut que je sois à 30% à un endroit, 70% à l'autre. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Puis c'est sûr que par moments, je me disais, là, tu sais, quand la DME a commencé, OK, le fameux commençait à faire des repas pour les enfants, puis là, je voyais mes amis qui avaient des enfants en même temps, faisaient des recettes, puis là, moi, je suis pas capable de faire ça.
je suis pas capable, j'ai pas le temps, puis c'est pas mon chum qui va le faire. Honnêtement, tu sais, il a bien des qualités, mais ces affaires-là d'organisation, de faire l'épicerie, c'est pas lui qui allait faire ça. Ben, il y a des choses qu'on a mis de côté, tu sais, puis mon bébé, il des choses que, je vais dire, j'ai botché, je l'ai pas botché, là, mais tu sais, j'ai pas fait l'intégration des aliments comme ils disent de le faire sur le web, puis j'ai été vraiment plus, j'ai l'impression de comme un deuxième enfant, en fait. J'avais mon entreprise et mon bébé. Puis j'ai l'impression que je l'ai traité comme un deuxième enfant. Tu sais, quand on dit que le deuxième enfant, il y a des étapes qu'on prend moins à cœur. Ouais, ben, je sais pas je vais comment te parler en tant que mère qui a 2 enfants. On peut avoir cette impression-là que c'est comme un peu botché, mais moi, d'un autre côté, j'ai l'impression que peut-être qu'on lâche un peu plus prise sur le désir de perfection, de tout faire vraiment les choses à la lettre et que c'est peut-être hyper sain au final de l'avoir vécu comme ça parce que même si on fait tout pour que ça soit parfait, ben on se rend compte que ça l'est jamais vraiment finalement, fait qu'il y a une déception qui nous suit continuellement puis on se tape pareil sur la tête honnêtement, là, même quand on essaie de tout bien faire les choses. Donc peut-être que ça t'a permis de garder la tête hors de l'eau justement, d'avoir un premier bébé qui était ton entreprise. Là. Exactement, je l'ai vraiment vu comme ça, parce que je me comparais plus à des personnes qui avaient un deuxième enfant. Puis je me disais, ben, je suis un peu plus comme elle dans ma façon de gérer. Puis effectivement, tu sais, je dis botché, là, c'est vraiment entre gros guillemets. C'est plus dans le, ben, écoute, ça va être de même. Puis honnêtement, je me suis souvent dit, Auguste, étant le nom de mon fils, tu sais, il y a des moments où pour le dodo, il fallait absolument que je sois capable de dormir. Tu sais, moi, j'avais des journées de travail, là. Il fallait qu'il soit capable de dormir. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, là, je dois trouver une technique qui me convient, dans laquelle je suis à l'aise. Mais si dans 10 ans, il y a besoin de thérapie, on ira l'envoyer en thérapie, tu comprends? Mais c'est parce qu'on voit tellement des choses, puis peu importe ce que tu choisis de faire, il y a quelqu'un qui va te dire que c'est pas correct puis c'est pas bon. Ah, tellement. Tu sais, c'est relié aux valeurs, oui, mais c'est aussi relié aux études, à l'évolution de comment on perçoit le rôle parental, etc. Puis, tu sais, moi, j'ai des filles adolescentes maintenant. Ce qu'on disait il y a 12 ans, on dit plus la même chose aujourd'hui. Ce qu'on disait il y a 20 ans, ce qu'on va dire dans 20 ans. Bref, à un moment donné, il faut revenir à soi puis se positionner là-dedans. Puis, c'est drôle que tu parles de la thérapie parce que ça a été adressé aussi dans la table ronde. Tu sais, on a un peu parfois cette peur-là de scraper notre enfant. Je pense qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules de penser qu'on est les seuls responsables là, du résultat, de comment notre enfant va évoluer dans la vie. Tu sais, il y a quand même beaucoup de facteurs extérieurs. Fait que je pense qu'on peut se dire qu'au final, quoi qu'on fasse, aussi parfait soit-il, ça se peut que notre enfant finisse en thérapie, là. Puis c'est correct. Puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Exactement. C'est souvent la blague que je dis, OK, ben je l'ai laissé pleurer pendant 5 minutes une fois, puis j'exagère, là, ça a été plus souvent que ça que je l'ai laissé pleurer, mais en tout cas, bref, c'est un sujet tabou. Mais je dis souvent, ben écoute, il ira en thérapie, tu sais, ça va me faire plaisir d'y aller avec lui. Moi, je fais de la thérapie depuis avant que je me lance à mon compte et j'en suis vraiment fière. Je trouve que c'est une belle chose, puis peu importe ce que je vais faire, mon enfant, il va avoir des besoins puis il va avoir des choses que je vais pas avoir faites de correct. C'est sûr, on va s'en rendre compte dans 10, 15 ans, il y a des choses puis c'est correct. On dirait que je suis rendue à l'étape où je l'ai accepté. Parce que tu apprends à devenir un parent en même temps que ton enfant apprend à devenir un être humain. Donc, on s'entend que c'est normal qu'on fasse des erreurs en cours de parcours. Puis on peut faire un beau parallèle avec l'entrepreneuriat. Est-ce que le fait d'avoir commencé ton entreprise avant d'avoir un enfant, as-tu l'impression que ça t'a peut-être donné une vision un petit peu différente de la parentalité? Est-ce que ça l'a teinté ta façon d'être une mère, selon toi? Définitivement, parce que j'ai appris à mettre mes limites avant de devenir maman. Parce que ça, c'était pas quelque chose que je faisais du tout. J'ai appris à me connaître, j'ai appris, tu sais, ça, c'est tout venu un petit peu en même temps, là, le fait de commencer la thérapie, le commencer de mon entreprise, de m'affirmer plus. Donc, c'est, oui, définitivement, avoir une entreprise. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire. C'est pas la même chose, on s'entend, mais il y a beaucoup, beaucoup de parallèles à faire entre l'entrepreneuriat puis la maternité. Fait que oui, ça m'a aidée, mais je pense que l'inverse était aussi vrai. Quand je suis devenue mère, je suis devenue moins perfectionniste, plus dans le laisser-aller aussi du côté de mon entreprise. Ben, écoute, mon webinaire, il sera pas parfait, mais je vais le faire quand même, puis tu sais, au moins, je vais avancer. Fait que il y a des moments où j'aurais passé beaucoup plus de temps sur quelque chose, puis j'ai été plus en mode, on y va, puis on fait ce qu'on veut. Oui, exact. Tantôt, tu as un petit peu effleuré l'idée que ça avait déjà été très difficile, qu'il y avait eu des moments où tu t'étais peut-être senti un peu à bout, brûlé. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de ces moments de difficulté-là? Oui, ben une autre chose que j'ai pas mentionnée, c'est que oui, j'avais mon entreprise, oui, j'avais un bébé, mais en même temps, 2 semaines avant que j'accouche, on a décidé qu'on vendait la maison parce qu'on était vraiment pas bien.
Puis vendre une maison, ça peut bien se passer, mais dans notre cas à nous, ça s'est très, très mal passé. On a eu beaucoup de rebondissements et ça a été très décourageant. Et par moments, je me demandais si on n'allait pas perdre 30, 40, 50 000 dans cette transaction-là. Ça a été excessivement stressant. Puis même quand on a décidé d'acheter, comme une semaine avant de passer au notaire, je me rappelle pas exactement, là, mais je pense que c'est ça, on a eu un appel qui nous disait « Ouais, ben vous pouvez pas passer au notaire. » Puis on habite dans le sous-sol chez mon père, on est parti, on a un bébé qui a pas 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Puis où est-ce qu'on s'en va? Si ça fonctionne pas puis qu'on réussit pas à avoir notre taux d'intérêt, c'est vraiment compliqué, là, mais tout ça pour dire que ça a été, au niveau de la vie personnelle, la vie professionnelle, le bébé, c'était énormément. Puis, je me rappelle, là, c'était au mois d'avril, mon garçon, il est né au mois d'octobre. Au mois d'avril, j'étais chez mon psy, puis je me disais, je sais pas si je vais y arriver. Il y avait plein de choses qui se passaient, puis j'étais découragée. Puis c'est là où... Puis en plus, ben je dirais que mon chum, il a trouvé ça quand même difficile, le congé parental. Je pense que c'est peut-être plus lui qui a vécu l'épuisement parental après qu'on ait eu le bébé. Mais c'était dur de le supporter aussi là-dedans. Tout ça pour dire, je m'excuse, je parle de plein de choses en même temps. Tout ça pour dire qu'au mois d'avril, c'est là où j'ai décidé de recommencer la médication pour l'anxiété, parce que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Puis ça aussi, ça m'a aidé beaucoup. Avec la thérapie, la médication, Puis je reviendrai pas en arrière. Je pense que ça faisait longtemps que mon psy me travaillait là-dessus. Puis c'était la bonne décision parce que honnêtement, je sais pas comment j'aurais passé au travers des mois qui ont suivi sans ça. Mais on s'entend, là, c'est beaucoup pour un système nerveux, là. Juste ce que tu as nommé, là, je l'ai ressenti comme si je le vivais, là, tellement ça m'apparaissait gros, là, tout ça en même temps. C'est énormément de choses à gérer au niveau de la charge mentale, de un, mais aussi au niveau juste d'accueillir tout ce stress-là dans le corps, d'être capable de l'adresser, de le gérer, de l'évacuer. C'est tout un défi, là, parce que là, on parle de, oui, tout ce qui touche la vente d'une maison, ton entreprise, tu sais, puis on s'entend, ton conjoint était en congé parental, donc t'étais la source de revenus aussi, fait que ça met une pression supplémentaire. Puis en plus, on ajoute un enfant, en plus, on ajoute l'adaptation de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, hein, donc une cohabitation. Je le vis en ce moment, donc je peux en témoigner. Bref, ça fait beaucoup d'éléments et on est tout le temps en train de s'adapter, de s'ajuster. Et ça, c'est très énergivore. Donc, le fait d'arriver un peu au bout de nos ressources, des fois, oui, ça va prendre une béquille, qu'elle soit temporaire ou non, mais tu sais, pour nous donner un petit coup de pouce pour peut-être, un petit step pour sortir la tête de l'eau, justement. D'avoir eu ce réseau-là autour, d'avoir eu des ressources qui t'ont permis peut-être de le réaliser, c'est sûr que ça a fait une différence. J'aimerais voir avec toi quels ont été peut-être les autres signes. Qu'est-ce qui t'a un peu allumé des lumières de dire « Oh là, OK, là, vraiment, ça commence à aller moins bien, puis il faut que je me préoccupe de ça. » là. Je pense que à ce moment-là, j'avais de la difficulté à travailler, honnêtement. C'était tellement stressant, je me sentais figée. C'est souvent ce que je disais. Puis il y a eu un moment récemment où j'ai essayé de baisser ma médication. Puis j'ai eu une nouvelle en rapport avec la garderie. Puis là, la décision, là, je me sentais figée. Ben, c'était un petit peu ça, mais niveau 15. Donc, de pas être capable de travailler une journée parce que tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire. Fait que mon hamster, il roulait. Après ça, un peu perte d'intérêt. Tu sais, c'est vraiment toutes des petites choses. Le sommeil qui était plus là, envie de pleurer tout le temps. Fait que c'est ça, exactement. C'est ça que je dirais. Puis, je pense que moi, je suis une personne qui laisse pas beaucoup paraître quand c'est difficile. Puis je pense que j'envoyais beaucoup l'image que tout va bien, tout est en contrôle. Tu sais, je vais faire des petites blagues, ça va pas bien, mais finalement, je suis en contrôle. Puis je vivais parfois des commentaires qui disaient, ben pour Rosalie, c'est plus facile. Et ça venait vraiment beaucoup me frustrer puis ça, c'était un signal aussi que, ben peut-être que je vivais pas assez le fait que c'était difficile, puis je le communiquais peut-être pas assez. Je sais pas si c'est clair dans ce que je dis. C'est très clair, en fait. C'est très, très clair, puis ça peut être très blessant, justement, d'avoir ces commentaires-là. Les gens le font pas de façon mal intentionnée, justement, parce que, comme tu le dis, ça transparaissait peut-être pas. Mais le fait de prendre conscience que, justement, tu t'autorisais peut-être pas à le vivre pleinement, ce moment de difficulté-là. Puis le nommer, en parler autour de nous, c'est aussi l'évacuer d'une certaine façon. Ça fait partie de la solution. Donc, c'est une belle constatation à faire. Puis oui, des fois, ben c'est le reflet de ce que les autres nous renvoient qui nous fait prendre conscience que ça va pas finalement. Exactement. Puis, tu sais, je leur en veux pas parce que j'envoyais cette image-là. Je le disais même, mais pour moi, c'est plus facile, mon chum est à la maison. Mais
je nommais pas les 1000 et une autres choses qui faisaient en sorte que c'était difficile pour moi aussi. Fait que ça venait beaucoup me frustrer, mais pour moi, c'est ça. C'est devenu un signal que, ben écoute, peut-être que Rosalie, tu l'exprimes pas assez ou tu le vis pas assez. Il y a quelque chose, en tout cas, à explorer là-dedans. Qu'est-ce que ça cache de dire, ben, pour moi, c'est plus facile? Hey, c'est une bonne question. Je sais pas qu'est-ce que ça cache. Je pense que je suis quelqu'un qui a vécu jeune des moments difficiles, puis honnêtement, il y a du monde qui ont vécu des affaires pires, mais pour moi, c'est si je me compare, mettons, à la majorité, mon père il a été malade, puis il est devenu le centre de la famille, tu sais, de besoins. Fait que moi, j'avais 10 ans, on passe en périphérie. Puis je pense qu'étant donné que j'ai vécu ça, j'ai un peu été dans... Je sais pas, j'ai comme appris dans mes réflexes à pas avoir de besoin. Fait que quand c'est difficile, ben j'en ai vécu des pires. Fait que je suis capable, tu sais. Puis honnêtement, je le crois là, je suis capable, mais dans quel état est-ce que je vais en sortir? Ah oui, ça c'est une bonne question. Parce que oui, il y a peut-être un petit réflexe d'invalidation derrière ça. On peut avoir vécu pire ou d'autres personnes peuvent avoir vécu pire. Ça n'enlève rien à notre souffrance, ça n'enlève rien à nos défis. Puis tu sais, moi je dis souvent, il n'y a pas de hiérarchisation dans les enjeux, dans la souffrance, dans les défis. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment dire, toi tu souffres plus, toi tu souffres moins, toi tu vis pire, toi tu vis moins. Tu sais, c'est tellement, tellement personnel comme expérience que c'est correct en même temps aussi que ça soit le drame de ta vie, ce que tu vis en ce moment. Puis ça veut pas dire qu'avant, ben c'était moins grave ou peu importe. Fait que oui, tu sais, je pense qu'il y a une belle prise de conscience derrière ça et c'est ce qui peut nous amener justement à mettre nos besoins de côté tellement parce qu'on se dit, ben finalement, tu sais, pourquoi je me plaindrais? Pourquoi j'en demanderais plus? Les autres en ont déjà tellement à gérer. Fait qu'il y a peut-être ce réflexe-là qui est venu de ça. Puis, est-ce qu'il y aurait un parallèle à faire avec l'entrepreneuriat dans ce réflexe-là, selon toi? Définitivement. Je pense que dans tous les cas, je pense que puis on va te le dire beaucoup, tu sais, tout est possible, tu peux le faire, va chercher ci, puis tu sais, on part pas tous de la même place, on n'a pas tous les mêmes défis, mais à un moment donné, c'est dans quel état est-ce que tu vas ressortir? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que, tu sais, je pense que il y a pas de comparaison à faire ou, en tout cas, je sais pas, je pense que c'est ça que je dirais. Comment est-ce que tu as réussi au final, du mieux que tu as pu, là, à concilier ton temps, ton énergie, une fois que tu as pris conscience de tout ça, entre ton rôle de maman, ton entreprise et prendre soin de toi alors que tu réalisais que ça allait moins bien puis que tu avais besoin d'espace comme femme aussi? Beaucoup de laisser aller, de la thérapie. Ça, j'y reviendrai plus tard. Je pense que c'est ça, beaucoup de laisser aller, de l'organisation, faire part de ses besoins, prendre conscience de ses besoins, mettre nos limites, ça revient tout à ça. Puis je pense que ça a fait de moi une personne plus équilibrée. Puis aujourd'hui, je la vois, la différence. Tu sais, mon chum, il est déployé. Donc en ce moment, il est parti pour 6 mois. Puis mon fils, il n'y a pas de garderie cet été. Donc ça fait 3 mois qu'il est à la maison. Je travaille, donc je viens de prendre des vacances, là, mais avant ça, j'étais pas en congé pendant que mon fils était là. Et ça m'a pris de réutiliser ces outils-là, de demander de l'aide, d'aller mettre mes limites, de pas essayer de voir trop gros, d'être capable, tu sais, j'étais pas capable de tout faire en même temps cet été, donc j'ai accompli moins de choses, puis c'est correct. Je pense que je le communique mieux qu'avant, que je suis fière de moi, puis que ça n'a pas été facile, mais que j'ai passé au travers, puis je pense que c'est des apprentissages que j'ai eus à travers cette première année de maternité chaotique-là, mais quand même très heureuse et plaisante et douce et plein de belles pépites, puis je pense que j'ai la réalisation aussi que ça n'a pas besoin d'être facile pour que ça soit le fun. Ça peut être difficile, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, quand même. Absolument. Donc, on peut dire que tu as quand même eu un très, très beau succès, belle croissance dans ton entreprise à travers tous ces enjeux que tu viens de me décrire. Quel message ça envoie selon toi? Qu'est-ce qu'on retient de ça quand on prend conscience que, aïe, OK, ça a été difficile, il y a eu beaucoup, beaucoup de défis, puis finalement, wow, OK, ça marche finalement, même quand j'arrive à lâcher prise puis à mettre mes limites, là. Oui, je pense que c'est ce qu'on peut retenir de tout ça. Je pense que c'est de le faire, puis de le faire de la façon que ça va sortir. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais dans le lâcher prise, dans avancer, puis ça va peut-être être des petits pas, des fois des plus grands pas, des fois des pas de recul, puis en même temps, c'est jamais un pas de recul, mais je pense que c'est ça. Puis si c'est ça qui t'allume, fonce, vas-y. Je pense qu'il y a aussi ça dans cette façon d'avancer-là. J'avais du plaisir à le faire. Je le faisais pas parce que, tu sais, juste parce que je voulais des résultats, mais parce que j'aimais ça puis que
je ressentais une fierté. Je pense que ça l'aurait pas été pareil si j'avais pas le plaisir de le faire. Donc, c'est ça. Et c'est tellement important ce que tu dis parce que justement, oui, on est dans l'action. Essaye quelque chose. N'importe quoi, mais essaye quelque chose, puis essaye autre chose, puis essaye autre chose, puis c'est comme ça éventuellement qu'on construit quelque chose, mais en gardant toujours la notion de plaisir derrière. Parce que c'est quand ça devient une obligation, quand on se force à faire des choses qui sont peut-être pas toujours alignées à ce qu'on veut, c'est peut-être là que ça devient lourd et que ça nous tente moins et qu'on se démotive, puis que finalement on se décourage. Exactement. Puis j'ajouterais aussi le fait que ça va pas fonctionner toujours. Il y a des moments que ça va moins bien fonctionner. Puis on se relève, on essaye d'autres choses. Tout le monde se plante sur des affaires, tout le monde fait des erreurs. C'est un petit peu ma mentalité avec l'entrepreneuriat. Je vois des gens qui sont plus avancés, que des fois ils font des choses que ça n'a pas autant bien fonctionné qu'ils pensaient. Puis je me dis, ben OK, ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont pas compétentes. On continue. Je pense que les gens, ils s'attachent plus à ça de moi que je pensais. T'sais, des fois, je réussis pas. Je dis, OK, ça a pas bien fonctionné comme je voulais. T'en parles. C'est ça qui fait la différence. Je pense qu'on a peut-être besoin d'en entendre parler un peu plus et venant aussi de personnes qui ont des grands succès. Question de pouvoir normaliser un petit peu la chose parce que on se dit, OK, moi, je débute, fait que c'est normal que je me plante, mais des fois, ça fait du bien de se dire, hey, n'importe où dans le processus, là, même si ça fait 20 ans que cette personne-là a une entreprise, qu'elle a vécu des grands succès, n'importe où dans le processus, tu peux te planter encore, là. Parce que justement, pour passer au prochain niveau puis continuer de poursuivre tes apprentissages, à un moment donné, il faut que tu testes des nouvelles choses et ça peut vouloir dire à un moment donné de se tromper, tout simplement. Toi, est-ce que... Comme quand on est parent. Je pense oui, que exactement. Même quand on est parent, on va se planter, puis je vais me planter aussi quand il va avoir 5 ans. Il y a des affaires que je vais faire, puis je vais me dire, hey, finalement, c'était peut-être pas la meilleure chose, puis quand il y aura peut-être la compréhension, ben j'irai parler avec lui. OK, maman, elle a pas fait. Est-ce qu'on ose autant dans la parentalité qu'on peut oser dans une entreprise? Tu sais, des fois, peut-être qu'on ose un peu moins essayer des affaires flyées comme parents qu'on le fait Définitivement, avec nos entreprises. On ose moins, mais j'aimerais ça que ça me suive, puis j'accepte que je vais faire des erreurs, mais à un moment donné, à ce moment-là, c'est ce qui était bon pour moi, puis que je sentais qu'il était la bonne chose aussi pour mon enfant. Puis je dis tout le temps, tu sais, une maman bien, une maman heureuse, c'est la meilleure chose qu'on peut offrir à un enfant. Tu sais, moi, j'étais pas capable de dormir avec mon fils, puis si j'avais écouté les livres, j'aurais dormi avec lui, j'aurais fait du gros dodo jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, mais j'étais pas capable de faire ça. Fait que j'ai offert autre chose à mon fils, puis je pense que là, je lui offre une maman qui est heureuse, qui est bien, qui dort bien, puis c'est pas pareil, tu sais. J'ai le goût de te dire que ça dépend toujours quel livre t'écoutes, là, parce que tu l'as dit tantôt et c'est la réalité. Tu vas trouver tout et son contraire dans les livres sur puis la en entreprise parentalité. aussi, tu vas trouver tout et son contraire dans l'entreprise. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de parallèles. Donc, on revient à soi, encore une fois. Est-ce que dans la dernière année, à travers tout ce processus-là, parce que là, ton fils a quel âge? Juste pour me situer. Il va avoir 2 ans bientôt. Donc, à travers ces, mettons, 2 ans, quasiment 3 ans là, est-ce qu'il y a justement une erreur, un échec, si on peut appeler ça comme ça, que tu as vécu, qui a fait une différence pour toi puis qui t'a permis après peut-être de te réaligner ou de t'ajuster davantage à ce que tu voulais puis à qui tu étais? C'est une bonne question parce que même en entreprise, si je dis échec, mais je le vois que ça me fait progresser un petit peu. Tu sais, j'ai eu des lancements qui étaient ratés, puis là, plus tard, j'étais contente de l'avoir fait quand même parce que ça m'avait fait progresser. Avec mon fils, c'est ça, je trouve que le mot, il est dur, mais c'est parce que c'est ça, quand on arrive avant de faire quelque chose, on a peur de se tromper, mais au final, on n'a pas l'impression qu'on s'est trompé. C'est ma réflexion du moment. Il y a rien qui me vient à l'esprit outre que c'est que je vois pas encore les résultats avec mon fils, puis je pense que c'est les questions que je me pose ou les défis que je rencontre, c'est plus est-ce que je gère bien sa colère, son émotion? Est-ce que je l'aide à reconnaître comme il faut? Est-ce que je fais les bonnes choses? Puis en même temps, on l'a dit tantôt, il n'y a pas de bonnes choses. Fait que moi, tant que je suis dans un espace où je suis heureuse avec ma maternité, j'ai l'impression que je fais pas d'erreur. Ben c'est parfait. C'est ce que je dis je à vois ma ton nom mère. verbal, là, c'est comme, tu dis à bonne affaire. Bon. Non, mais c'est parce que c'est vraiment une bonne réflexion. Puis j'en dis beaucoup à maman, puis j'ai dit, moi, j'ai pas envie que ça me fasse chier d'être mère. J'ai pas envie d'arriver puis faire... Puis c'est normal, il y a des moments que ça va me faire chier, là, OK? Je veux dire, il y a 2 ans, là. Mais j'ai pas envie que d'être parent, c'est d'aller voir mes amis faire « Ah, je dors pas, puis il y a le petit, il a fait ça encore. » C'est pas ça que j'ai envie. J'ai choisi de devenir mère, c'est un choix. Puis c'est pas tout à fait comme je pensais, parce que c'est normal, c'est jamais comme on pense. Mais j'ai envie d'avoir du plaisir, fait que je fais en sorte que ma parentalité soit plaisante et
parfois, ben ça veut dire que que j'applique des méthodes de sommeil autonome, c'est celui qui me vient à l'esprit parce que mon Dieu, c'est tellement partagé par rapport à ça que je choisis que la DME elle prend le bord un peu puis je mets tous les aliments en même temps puis tu sais, il a pas fait de réaction allergique, mais s'il a fait une réaction allergique, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais patché, j'aurais trouvé une façon, tu sais. Puis mon chum qui est en congé parental, il y a eu des moments où j'aurais voulu que ça soit moi qui sois en congé parental parce que là, j'étais pas heureuse là-dedans. Ben, ça a pris du temps avant de dire à mon chum, ben finalement, j'aimerais que tu retournes plus tôt. Ça, c'est une chose que j'ai pas mentionnée. Mais j'ai demandé de revenir plus tôt au travail, puis j'ai pris les dernières semaines. C'est des petites choses comme ça, d'être capable de s'ajuster puis de prendre le pouls de comment qu'on se sent, puis de voir est-ce que ça me rend heureux ou pas, puis après ça, puis c'est pas facile, là, c'est tellement mêlé, il y a tellement des choses entremêlées, mais de prendre des décisions pour changer les choses ou pour faire en sorte qu'on est mieux. Tu réponds parfaitement à la question, finalement, tu vois, hein? Cet enjeu dont tu parles par rapport au congé. Tu sais, des fois, là, sans parler forcément d'erreur ou d'échec, c'est plus de constatation de peut-être certains désalignements, puis finalement de venir réajuster un peu, de tourner le volant, de changer un peu la direction pour se reconnecter un peu plus à ce qui fait du sens pour nous, que ce soit au niveau des valeurs, mais aussi au niveau des besoins. Puis ça, ben, pour avoir les informations qui nous permettent éventuellement de faire ces réalignements-là, ben, il faut être connecté à nos besoins, il faut se questionner. Est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu as appris à faire relativement récemment, ça? Oui, puis quand on est pour avoir un enfant, on prend la décision, mettons, congé parental, c'est un bon exemple. On prend la décision avant de savoir c'est quoi d'avoir un enfant, comment est-ce qu'on va gérer ça. Oh ben là, c'est mon chum qui va le prendre, mais j'ai aucune idée comment je vais me sentir. Est-ce que c'est correct? Ça a été vraiment difficile de laisser aller ça. Mais est-ce que c'est correct de changer d'idée une fois que t'es dans la situation puis que finalement tu réalises que t'es pas bien là-dedans? Oui, c'est correct. Est-ce que c'est difficile parce que là, il faut changer les dates de retour avec l'employeur, ça sera pas simple. Il faut mais définitivement, c'est un apprentissage que j'ai fait, puis ça a été un gros. De le réaliser, premièrement, que finalement, c'était peut-être pas ça qui me convenait le mieux, puis aussi de faire en sorte qu'on le change pour de vrai. Ça a pas été un mois complet, là, ça a été les dernières semaines, mais pour moi, ça a quand même signifié quelque chose de faire ce réalignement-là à la fin. Se donner le droit de changer d'idée. Ça, encore là, il y a un parallèle à faire autant dans l'entrepreneuriat que la parentalité. Tu sais, on n'est pas obligé, une fois qu'on a pris une décision, de s'y tenir jusqu'à la fin des temps, au risque de se faire traiter d'incohérent. Ça, je pense que si on se donnait plus ce droit-là, on passerait moins de temps à souffrir peut-être de nos décisions. Parce que c'est normal, je pense, quand on n'a pas toutes les informations, de prendre des décisions qui sont peut-être pas parfaites. Elles l'étaient au moment où on les a pris, ces décisions-là. Peut-être que là, on constate qu'elles le sont plus. Fait que si on peut se permettre ça davantage à tous les niveaux, je pense que c'est un gros, gros pas de gagner. Puis je suis pas parfaite, hein. Il y a encore des moments où j'essaie mais j'ai dit que j'allais faire ça, puis j'essaie de persister là-dedans, mais il y a personne qui gagne dans cette situation-là. Je suis d'accord. Quelle stratégie, pratique, outil, qu'importe, t'as mis en place dans la dernière année, justement, pour t'assurer de peut-être pas te retrouver là, de nouveau à ce moment où tu te sentais complètement dépassée? Thérapie. Pour vrai? Parce que moi... Tu vois-tu un psy? Je le vois, oui. Puis tu sais, c'est ça, là, on a vraiment une belle relation. Mais c'est parce que pour moi, ça a été c'était le moment, le checkpoint avec mon psy, puis on en reviendra, ce sera pas long. Mais à chaque semaine où je me disais, comment ça va? Tu sais, 1 heure, là, puis moi, j'avais besoin de le faire avec quelqu'un d'autre. Mais tu peux décider. Moi, j'essaie de mettre de plus en plus en place, de faire du journaling. Mais tu sais, OK, là, je me sens un peu tout croche en ce moment d'essayer pourquoi, qu'est-ce qui fait. Puis si c'est tout emmêlé, ben des fois d'en parler avec quelqu'un qui est formé puis qui a la capacité de t'aider avec tout ça. Ben je trouve que c'est ça, c'est de se donner des rendez-vous ponctuellement pour faire un check-up, peu importe la façon que tu le fais, puis te poser ces questions-là. Il y a trop de monde qui sont sur le pilote automatique, qui se posent pas les questions, qui se réveillent plus tard puis ils se rendent compte qu'ils sont pas bien. T'sais. Tellement. Puis des fois, ça prend ça, un rendez-vous dans l'agenda, des frais d'annulation qui font en sorte qu'on n'annule pas à la dernière seconde. Ça prend ça, des fois, juste pour dire, regarde, là, il faut que j'affronte ça, que je m'arrête, puis que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'on s'entend, des fois, ça fait peur. On sait pas trop comment adresser ça, on sait pas comment gérer ça, tout ce tourbillon intérieur-là.
Et effectivement, avoir l'aide d'une personne qui est qualifiée pour accueillir ça avec nous, ça peut être une bonne chose. Mhm. Mais tu l'as dit, il y a plein d'autres façons. Le journaling aussi, mais des fois, juste de s'arrêter, là, ne serait-ce que 30 secondes pour observer ce qui se passe en nous. Et j'aime bien ajouter l'idée de pas juste observer, mais éventuellement faire un pas, un petit geste, un petit quelque chose pour répondre à ce qu'on a observé. Donc, comment est-ce que je peux répondre soit à ce besoin-là qui émerge ou comment est-ce que je peux accueillir cette émotion-là que je viens de détecter, que je viens peut-être de réaliser. Mhm. Fait qu'au-delà des rencontres avec le psy, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des non négociables pour toi pour prendre soin de ta santé mentale? J'ai continué à prendre la médication. Puis ça, quand que j'ai recommencé la médication, je savais que c'était sur une base plus permanente, qui a été comme un deuil à faire parce que c'était la 3e ou 4e fois que je commençais de la médication pour l'anxiété. À chaque fois, j'ai arrêté en me disant c'est temporaire. Puis là, j'ai fini par accepter que c'était quelque chose que moi, j'avais besoin personnellement. Puis je vois une grande différence dans ma vie. Après ça, ben là, je vais t'avouer qu'avec le tourbillon de cet été, mon chum qui est déployé, mon fils qui est pas là, de prendre du temps pour moi, ça l'a pris le bord. Mais c'est quelque chose que je faisais beaucoup cet hiver pendant que mon chum il était là, que le petit allait à la garderie, qu'on avait une routine. Mais d'avoir un moment dédié à moi, de m'entraîner, de bouger, c'est essentiel. Ça fait en sorte que je suis capable de mieux réagir à toutes les vagues qui vont arriver, les choses difficiles qui vont arriver quand ils vont arriver. T'sais. Parce qu'il y en a qui, c'est sûr, ça va arriver, mais... Absolument. Puis là, tu dis, en ce moment, c'est plus difficile pour Oui. moi d'utiliser ces ressources-là, de faire ce que je faisais qui me faisait du bien. Mhm. Des fois, c'est peut-être juste de prendre un pas de recul puis de réajuster, de simplifier ces choses-là. Hein. On peut peut-être pas se permettre un entraînement, aller bouger ou courir pendant 1 heure parce qu'il y a personne pour prendre la relève. Mais comment est-ce que peut-être on peut trouver quelque chose de plus simple qui va nous en donner juste un petit peu, même si c'est pas autant qu'on voudrait. Est-ce que tu es un peu dans ce processus-là en ce moment de chercher tes ajustements? Ben mon fils commence la garderie la semaine prochaine, puis je sais déjà, j'ai mon plan de comment est-ce qu'on va y aller. Mais cet été, je vais être honnête avec toi, ça l'a pris le bord, puis en plus de ça, c'est que ce que j'ai pas mentionné, c'est que oui, mon fils il avait plus de garderie, mais mon psy tombait en congé parental en même temps. Donc, il a pris 3 mois de congé. Fait que là, j'avais comme mes 3, la garderie, mon psy avec qui j'ai une super de bonne relation puis qui m'aide à garder le cap à travers tout ça, qui est en congé, puis c'était une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour lui. Mais puis mon chum qui partait en même temps. Fait que là c'était là OK, je pars mes piliers un peu mais j'ai réalisé quand même au travers de tout ça, oui, il y a des choses qui ont été mises de côté, mais j'ai été plus authentique que jamais quand j'ai vécu mes émotions. Je les ai vécues sur le coup, puis j'ai pas tout retenu, puis arrivé à la fin du congé parental à mon psy, puis tout déballer, pas bien aller, réaliser que ça va pas bien. Fait que je voyais quand même une progression par rapport à avant. Mais c'est sûr que entraînement physique, puis là, je vais faire une autre parenthèse. Cet été, en plus de ça, j'étais enceinte, j'ai fait une fausse couche. Tout ça, là, ça a été comme chaotique. Mais je t'envie, je vais bien, je suis heureuse. Puis je me concentre là-dessus, je me concentre sur le fait que les choses sont temporaires, puis que ça finit toujours par passer. Tu sais, des fois, il faut un peu ces moments-là chaotiques qui nous ébranlent, certaines pertes de repères ou de piliers pour pas se tester, mais justement peut-être prendre conscience d'où est-ce qu'on est rendu. Parce que des fois, c'est difficile. On a le nez collé dans ce qu'on vit. C'est difficile de constater. Puis j'imagine que ça t'a, puis tu l'as dit un peu aussi, permis de réaliser le chemin que tu avais parcouru aussi depuis. Ouais. Puis ça, c'est beau. Vraiment, c'est la réalisation que j'ai fait en fait hier. Puis j'ai vraiment fait oh wow, je me suis fâchée, j'ai pleuré, puis j'ai tout vécu ces émotions-là sur le moment au lieu de retenir puis d'attendre d'être dans cet espace-là où j'étais habituée de le faire. Fait que j'étais fière de moi. Parce que c'est ça. Moi, me fâcher d'habitude dans la vie, c'est pas quelque chose que je fais. Pour conclure, Rosalie, est-ce que tu aurais des mots, en fait, à transmettre à d'autres mamans qui soit désirent se lancer en entreprise ou désirent avoir un enfant alors qu'elles ont présentement une entreprise? Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre comme message? En fait, je pense que le message que j'aimerais transmettre à toutes les mamans, ou toutes les personnes qui sont en processus de vouloir devenir mère, ça serait... Puis là, je me répète, je m'excuse, mais la thérapie avant d'avoir un enfant, avant que ça aille pas bien, fais-toi suivre, assure-toi d'avoir un pilier qui va être là, externe, qui va t'aider à faire des check-ups avec toi-même. Puis là, c'est sûr, là, je comprends que c'est pas accessible pour tout le monde. Moi, j'ai le privilège d'avoir un chum qui a des super de bonnes assurances, mais
je sais pas comment dire. Moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvé moi, puis que je pense que c'est le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui veulent devenir mère, parce qu'on a tout le temps peur de changer, de plus être la même personne, mais on devient tellement overwhelmed par tout que de se prioriser. Tu sais, mon bébé, il y avait 1 semaine, je recommençais à voir mon psy, je le laissais à mon chum, tu sais. Il y a du monde qui laisse pas leur bébé pendant vraiment longtemps là à leur conjoint ou à l'autre parent. Fait que c'est ça. C'était mon moment à moi, ma façon de me prioriser, puis je le recommande autant pendant la grossesse, pendant tous ces changements-là, ces stress-là, puis après, puis je dis psychologue, mais tu sais, vraiment thérapie, quelqu'un qui a une formation là-dedans, parce que il y a certaines personnes qui vont comme pousser plus ou qui vont dire, regarde, tu sais, vraiment là, plus dans le prendre soin de soi que dans la performance. Puis encore là, ça va dépendre du besoin de chaque personne. Il y en a qui vont peut-être rechercher un petit peu plus ce genre d'approche-là, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, que c'est nécessaire d'envisager ça avant d'en avoir besoin. Ouais. C'est là. La notion de prévention, là, c'est pas une notion qui est très présente, hein, qui est très intégrée dans nos façons de faire. On va souvent attendre d'être en détresse ou attendre d'avoir vraiment des grandes difficultés pour aller chercher de l'aide. Puis c'est peut-être parce qu'on a un petit peu trop associé la thérapie à ça. Alors qu'au final, la thérapie, c'est simplement de s'arrêter, comme tu as dit, de prendre un temps pour soi, de se questionner, d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, là, on n'a pas besoin d'aller mal pour faire ça. C'est toujours précieux comme processus. Ça nous donne des informations qui nous permettent simplement d'avancer et on n'a pas besoin d'aller mal. Et même quand on va mieux, quand on est peut-être un petit peu plus en harmonie, c'est peut-être encore plus facile d'aller chercher ces informations-là, de questionner, de creuser parce qu'on a de l'espace pour le faire, de l'espace mental, émotionnel, physique, etc. J'aurais pas mieux dit. Donc, c'est ma recommandation. Puis, si tu as la capacité de le faire sans ce check-up-là, sans psychologue, ben, tu sais, ou thérapie, peu importe, ben, c'est juste important d'avoir ce check-up-là puis d'avoir ce moment-là qui est dédié à voir comment ça va, tu sais. Oui, puis je pense qu'encore, on va se permettre un autre parallèle avec l'entrepreneuriat, mais avec l'entrepreneuriat, ben, c'est peut-être d'avoir des ressources extérieures, que ce soit un mentor, une mentor, coach ou simplement des amis, un réseau d'entrepreneurs autour de soi pour se faire des check-ups aussi en lien avec notre entreprise, comment on se sent dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre entreprise. Je pense que c'est à la base de pas mal tout et c'est la façon qu'on peut avoir de garder peut-être un certain équilibre, là. C'est pas un mot que j'adore, je veux dire harmonie encore une fois, mais à travers tous les rôles qu'on peut occuper dans notre vie. Merci, Rosalie, pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, ça c'est sûr. Puis c'est là où il va y avoir un partage un peu vie perso, un peu vie pro, les défis, tout ça. Puis j'ai une infolettre aussi. Donc si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux aller t'inscrire. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, parce que ça ressort un petit peu de ce qu'on peut lire souvent dans ton domaine. Donc, justement, parce qu'il y a un beau mélange, je trouve, d'authenticité, de partage du quotidien, puis des belles analogies aussi avec l'entrepreneuriat. Donc, je recommande. Et qu'est-ce qui s'en vient de beau pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Un retour à la garderie du travail. Yay! Sinon, plein de belles choses. Je vais développer d'autres petits produits. J'ai plein de projets, plein d'idées, des participations à d'autres podcasts pour aller partager. Fait que non, autre que ça, moi, je suis juste contente à l'idée de retourner travailler temps plein. Génial! Ben écoute, à toi qui viens d'écouter cette entrevue, si jamais tu as des questions, si tu as envie d'échanger, d'approfondir ou si tu t'es simplement reconnu dans l'histoire de Rosalie, je t'invite à aller échanger avec elle ou avec moi sur la question. Ne te gêne pas, tu peux aussi nous laisser un commentaire directement sur l'épisode. J'espère que tu as apprécié ce moment en notre compagnie. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi. Merci encore, Rosalie, d'avoir été là et je vous dis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.